Avez-vous déjà envisagé de faire votre métier de psychologue tout en voyageant? De faire des téléconsultations à l'autre bout du monde? De travailler les doigts de pied dans le sable? Bon, j'exagère là, on est d'accord. Mais ça, c'est la vie que j'ai choisi de mener fin 2021, devenir psychologue nomade. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est très simple, hein. J'ai arrêté mon cabinet physique et j'ai continué mes consultations uniquement en visio, tout en voyageant de pays en pays. En 2021, je suis devenue psychologue nomade et dans cette vidéo, eh bien, je vais vous raconter mon expérience. Mais juste avant, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager et dites-moi en commentaire si l'expérience de psy nomade vous fait de l'œil ou au contraire pas du tout. Alors, je vous ai lancé sur Instagram il y a quelques jours une FAQ parce que vous me posiez tout un tas de questions quotidiennement. Donc, je vais y répondre dans cette vidéo, mais d'abord, je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. En 2021, on venait tous de traverser pratiquement 2 ans de Covid et de restrictions sur les voyages. Et il faut savoir que de base, moi, je suis quelqu'un qui adore voyager et donc, en fait, pas pouvoir le faire pendant 2 ans, ça a été assez difficile à vivre. À la base, j'avais un cabinet en présentiel, mais j'avais déjà environ 20% de ma patientèle en visio, donc je connaissais déjà. Mais là, j'avais passé le confinement à faire que des téléconsultations et finalement, c'était pas si terrible que ça en fait. Je suis donc partie en vacances cet été-là en 2021 et l'envie de partir voyager me trottait vraiment beaucoup dans la tête. J'avais aussi besoin de m'éloigner de certaines choses après ces 2 années compliquées et un peu comme tout le monde, en fait, je pense, c'est là où je me suis dit pourquoi pas finalement. Ni une ni deux, moi quand j'ai une idée dans la tête, je fonce et en 4 mois, tout était prêt et je suis partie de France sillonner le monde. Et ça s'est fait comme ça, aussi simplement que ça en fait. Je suis donc restée 14 mois à voyager pour reposer finalement mes valises en France il y a environ 2 mois et clôturer cette expérience de psy nomade. Et vous avez été nombreux à me suivre dans mes aventures sur Instagram. Je sais que beaucoup avaient cette envie mais n'osaient pas la réaliser ou pensaient que c'était simplement pas possible. Donc ça m'a fait vraiment très plaisir de voir que j'étais pas la seule et surtout de recevoir de nombreux messages en me disant que ça vous donnait de l'espoir, donc vraiment ça fait chaud au cœur. Donc j'espère que cette vidéo vous apportera encore plus d'infos et peut-être qui sait réaliser vous aussi cette expérience. On va donc commencer avec quelques petites questions. Alors, que de la visio, tes patients n'étaient pas réticents ou déboussolés? Alors il faut savoir que lorsque moi je suis partie, j'avais déjà toute ma patientèle. Je ne prenais plus de nouveaux patients, donc j'avais pas à reconstruire une patientèle. Je partais, on va dire, avec celle que j'avais déjà. Et comme je le disais tout à l'heure, j'avais déjà 20% de ma patientèle qui consultait uniquement en visio, donc pour eux en fait ça changeait absolument rien du tout. En revanche, pour les 80 autres pourcents, il a fallu que je leur annonce. Et pour quasiment tous en fait, ils étaient ok, ils avaient déjà vécu la visio avec le confinement, donc c'était pas très embêtant en fait pour eux, voire même pour certains ça les arrangeait parce que eux aussi déménageaient. Et puis il y a eu 2 patients qui ne m'ont pas suivi et 2 ou 3 qui étaient un petit peu réticents, mais finalement ils s'y sont faits. Donc si vous déménagez ou que vous souhaitez vous aussi être psy nomade, je vous conseille vraiment de prévenir vos patients à l'avance, environ 2-3 mois à l'avance, afin justement qu'ils se fassent à cette idée et que vous puissiez le travailler avec eux. Mais sinon, n'ayez franchement pas de crainte, la plupart des patients n'ont pas envie en fait de tout recommencer avec un autre psy, ils ont aussi tissé un lien fort avec vous et ils n'auront pas forcément envie en fait de changer de psy tout simplement. Ensuite, peut-on faire du bon travail en tant que psy en faisant que des visios et pas de présentiel? Alors absolument, la visio ne change en réalité pas grand chose. Oui, il y a moins de matière en ce qui concerne le comportement non verbal. Oui, il y a forcément pas la même énergie que lorsqu'on rencontre quelqu'un en présentiel. Mais très honnêtement, ça change pas grand chose. De nombreux psys sont en 100% visio aujourd'hui, notamment dans la formation Ostonlib. Nous, on en accompagne beaucoup d'ailleurs. Et ça se passe très bien, tant dans le suivi thérapeutique que pour les psys. Donc vraiment, ça change pas grand chose. Comment t'adaptais-tu aux horaires de tes patients selon le pays où tu te trouvais? Alors là, c'était plus compliqué. À la base, j'étais partie en me disant que je travaillerais que 3 jours par semaine, comme je faisais habituellement. Donc, je peux m'adapter et rester finalement aux horaires françaises, même si j'avais 3, 4, voire 6 heures de décalage horaire. C'était pas grave, je serais fatiguée, mais je rattraperais mon sommeil sur mes jours off. En fait, pas du tout. Mon corps se réveillait forcément à 7 heures, donc même si j'essayais de rattraper mon sommeil, c'était relativement difficile. Quand j'avais des consultations à 22 heures, heure locale où j'étais complètement exténuée
continuait, j'arrivais pas à faire ce que j'avais prévu de faire parce que en fait j'avais déjà une bonne partie de la journée dans mes pattes et c'était comme si je devais refaire une deuxième journée finalement. Donc je me rappelle notamment quand j'étais à Bali et qu'il y avait 6 heures de décalage avec la France, c'était franchement extrêmement compliqué pour moi. J'arrivais pas à tenir le rythme parce que en plus d'avoir mes journées de consultation, je gère aussi la formation Ose ton libre, la plateforme WeSchool, les réseaux sociaux et autant vous dire qu'en fait que je cumulais minimum 3 jobs. J'étais donc bien trop naïve et ambitieuse, donc il a fallu que je change d'organisation. Pour ça, j'ai donc dû diminuer mes créneaux, ne plus proposer de rendez-vous en fin de journée heure française à mes patients et favoriser davantage les créneaux du matin jusqu'en début d'après-midi à peu près. Alors ça n'a pas été franchement facile au début, mais finalement on a tous trouvé notre rythme. Mais pour la petite histoire, je me rappelle notamment quand j'étais justement à Bali et que j'envoyais un mail pour le rendez-vous Zoom avec un de mes patients et en fait il ne comprenait pas que le rendez-vous qu'il recevait était à mon heure à moi locale, même si je précisais l'heure française de notre rendez-vous. En fait, il regardait au mauvais endroit et du coup, en fait, on a loupé 2-3 rendez-vous comme ça parce que tout simplement, il regardait pas la bonne heure et que l'heure à laquelle il voyait en fait, c'était l'heure où moi je me trouvais à Bali. Et donc du coup, il y a eu des petits squeezages comme ça, mais après rien de particulier, tout s'est remis tranquillement dans le bon ordre et ça s'est très bien passé. Ensuite, comment as-tu fait pour t'habituer à ne pas être physiquement avec le patient? Alors, honnêtement, moi, je suis déjà habituée en fait avec le confinement à faire des visios, donc ça, c'était pas une nouveauté pour moi, surtout que j'en fais depuis 2018. Après, oui, j'ai toujours été avec un cabinet physique, donc c'est sûr que de passer à 100% visio, ça change en fait. Mais on s'habitue vite. Mais oui, de temps en temps, ça manque, on va pas se mentir, de pas voir mes patients en présentiel, ça c'est vrai. Mais ma pratique, elle a changé et très honnêtement, ça me convient comme ça pour le moment, quoi. Comment organisais-tu tes journées entre le pro et le perso? Pendant les 7 premiers mois, moi je bossais 6 jours sur 7. J'arrivais pas à faire autrement, mais c'est parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'accumulais 3 jobs et qu'en parallèle, en fait, on a recruté des gens, donc qui dit recrutement, dit du coup on a du temps alloué à ça, plus les former, donc nécessairement je passais beaucoup de temps à travailler. Après j'ai pris un mois totalement off au mois d'août et ça m'a fait vraiment le plus grand bien. Et à partir de la rentrée de septembre, je suis revenue à un rythme moins soutenu et j'ai diminuer un petit peu mon temps de cabinet simplement parce que la formation Ose ton libre en fait me prend beaucoup de temps ainsi que d'autres projets comme notamment l'agenda du psychologue, etc. Donc les premiers temps, l'équilibre pro-perso, franchement je l'ai pas vraiment eu. Ça s'est mis en place par la suite, mais j'avais une amplitude horaire assez grande puisque souvent je me levais tôt, j'allais visiter, etc. Puis l'après-midi, je commençais ma deuxième journée de travail avec soit mes consultations, soit mes réunions Ose ton libre, puisque dans la plupart des pays où je suis allée, j'étais en fait en avance en termes d'horaire par rapport à la France. Par contre, c'est vrai que je finissais souvent mes journées de travail à 21h, 22h, etc. Mais ça, c'était vraiment un choix de ma part. Je ne voulais pas justement que mes patients ressentent trop en fait le décalage. Mais encore une fois, ça c'était mon organisation et comme je vous ai dit, je cumulais beaucoup de jobs et je ne faisais pas que du libéral. Je pense que quand on est que libéral, c'est un petit peu différent, même s'il y a des choses sur lesquelles ça s'entrecroise et qu'il faut faire vraiment très attention parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le décalage horaire, ça reste quand même très compliqué. Mais disons que tu peux t'organiser, mais tu sais que ta journée de travail, elle va quand même être relativement grande en termes d'amplitude horaire. Si toi, à la base, tu ne réduis pas un petit peu, en fait, ton temps de consultation pour quand même t'adapter un minimum à la vie locale et à visiter aussi, parce que c'est quand même un minimum quand on veut voyager. Donc voilà, il y a quand même ce truc-là qui est que moi, ma situation n'était pas entièrement représentative puisque je ne faisais pas que du libéral. Combien de temps êtes-vous resté dans chaque pays? Ça dépend en fait. Parfois quelques semaines comme au Portugal et pour d'autres pays, ça a été plusieurs mois comme par exemple à Bali. L'avantage c'est que je décidais en fait quand partir et combien de temps rester sur place. C'est rare que je sois restée en fait très peu de temps sur place, notamment parce que chaque changement demandait à mon corps de se réadapter à nouveau et ça je l'avais pas du tout anticipé et pourtant c'est l'une des choses en fait qui m'a fait arrêter cette expérience parce que ça devenait quand même difficile pour mon corps d'avoir ces changements réguliers et de devoir toujours en fait se réadapter. Et j'avais pas du tout envisagé ça, je pense que pour certains ça convient très bien. Par exemple pour mon compagnon ça ne me posait pas du tout de problème, mais pour moi ça a été plus compliqué que prévu donc en fait ça je vous invite vraiment à faire attention parce que ce sont des choses
choses qu'on n'imagine pas contraignants et pourtant ça peut arriver. As-tu reçu des patients basés dans les pays où tu allais pendant cette expérience? Alors non, comme je le disais, moi j'ai gardé ma patientèle et je ne prenais pas de nouveaux patients. Je n'avais pas non plus envie de travailler avec des locaux étant donné que j'étais amenée en fait à repartir derrière. Mais pour la petite histoire, quand j'étais à Dubaï quelques mois, le médecin que j'étais allée voir m'a proposé d'intégrer son cabinet libéral. Comme quoi, j'aurais pu, mais très honnêtement, ça m'intéressait pas du tout. Est-ce que c'est faisable à long terme? Comme je le disais, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Pour certains, oui, j'en connais qui font ça depuis des années, mais attention qu'ils restent longtemps sur place, donc plusieurs mois, comme moi. Je pense pas en fait que rester peu de temps dans chaque pays soit faisable à long terme, très honnêtement. C'est bien trop contraignant sur plein d'aspects, en termes d'horaire, en termes de wifi, en termes d'organisation, en termes financiers aussi, parce qu'on va pas se mentir, ça coûte cher en fait de voyager. Et il y a aussi un aspect très pratico-pratique qui sont en fait les retraits d'argent par exemple. Il faut faire des changements en fait de monnaie dans chaque pays où vous allez, donc forcément c'est pas évident non plus de ce côté-là. Donc à mon sens, voyager en restant peu de temps dans les pays visités, oui, mais sur un très court terme. Sinon, être psy-nomade sur le long terme, ok, mais en restant plusieurs mois dans les pays visités. Est-ce difficile de trouver des logements avec une bonne connexion Wi-Fi? Honnêtement, moi, j'ai eu aucun souci de ce côté-là. Alors, bien entendu, parfois, la connexion buguait, mais c'est la même chose en France, on va pas se mentir, parfois ça bug, on sait pas pourquoi, voilà. Mais sinon, j'ai jamais eu de gros problèmes de connexion, j'ai toujours eu des logements avec une bonne connexion Wi-Fi. Je me logeais uniquement via Airbnb et je vérifiais auprès des autres si la connexion était bonne au préalable, donc avant. Donc je pense que ça a joué aussi. Moi, je vous conseille vraiment de faire la même chose. Pas trop difficile l'expérience. Alors honnêtement, si, ça a été difficile, notamment parce que en fait, j'ai sous-estimé, comme je vous l'ai dit, certains aspects, comme le décalage horaire, les nombreux changements que ça impliquait, comme le fait que mon corps avait du mal à se réadapter à chaque pays, la masse de travail que j'avais aussi, ça c'est vrai. Après, je m'attendais pas non plus à avoir autant de travail, mais ça c'est un autre point qui est en réalité totalement indépendant de mon expérience de psy nomade. Je pense que l'expérience, elle a été difficile pour moi parce que je m'étais pas suffisamment bien préparée et qu'au fur et à mesure du temps, j'ai accumulé beaucoup de fatigue et de soucis de santé liés justement à cette difficulté qu'avait mon corps de devoir se réadapter à un nouvel environnement sans cesse en fait. J'ai donc mis un terme à cette expérience il y a 2 mois, après 14 mois en vadrouille. Je regrette, mais alors vraiment pas du tout. Moi, j'ai adoré chaque minute, même si parfois c'était difficile. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'aspire à de la stabilité. J'ai des projets personnels qui me demande d'être plus fixe, on va dire. Donc une page se tourne, mais c'est vrai que j'ai sous-estimé ce besoin de stabilité que j'avais, j'y avais pas forcément pris conscience avant. Qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan personnel? Eh bien, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire. J'ai énormément appris sur moi, et bien plus qu'en 10 ans en France. J'avais eu la même sensation d'ailleurs quand j'ai voyagé pendant mon année de césure, parce que pour ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos sur mon parcours pour devenir psy, j'ai arrêté mes études d'archi pour faire des études de psycho, mais j'avais pris une année de césure entre-temps en fait, où j'ai voyagé, et là aussi j'avais la même sensation, j'avais énormément appris sur moi, c'était ce que je m'étais dit à ce moment-là. Donc je recommande tout un chacun en fait de faire des expériences qui vous sortent de votre zone de confort, qui vous amènent à bouger, à sortir de votre environnement. Et vous verrez en fait que ça vous permet d'en apprendre mais énormément sur vous, sur vos besoins, sur vos envies, sur vos aspirations. Bref, franchement, allez-y. Cette expérience, elle m'a appris que j'avais une grande capacité d'adaptation, mine de rien. Bon, limitée certes par mon corps, mais quand même, j'ai appris que j'étais capable en fait de partir à l'autre bout du monde sans être forcément bilingue et à m'en sortir quand même. J'ai appris que j'avais besoin de stabilité aussi, d'être proche de la nature, j'avais aussi besoin de simplicité. Et quand on est tout le temps dans les valises, on se rend compte en fait qu'on n'a pas besoin de grand chose au final. Et j'ai appris à relativiser, à voir aussi parfois que je traverse des moments difficiles, mais que c'est finalement pas si grand que ça, on va dire, et que je peux relever ça. J'ai appris aussi à m'ouvrir aux autres et au monde. C'est vrai que moi j'ai toujours été quelqu'un de très casanier, à fond dans le travail. Bon, ça a pas trop changé, Mais cette expérience, elle m'a vraiment appris à sortir en fait de ma zone de confort, à rencontrer des gens, à changer mes habitudes, à changer aussi mes repères, à découvrir d'autres manières de vivre, etc. Et j'ai appris aussi davantage de choses sur qui je suis et sur ce que je veux vraiment. Et ça, c'est vraiment chouette parce que souvent, on est pris dans notre routine pro, perso, etc. Et on ne prend pas toujours le temps de se poser et de se demander en fait si ce qu'on a là aujourd'hui nous convient. Avec cette expérience, moi, j'ai pris le temps en fait de me demander ce que je veux vraiment. Et c'est comme si tout était beaucoup plus clair. Ça fait beaucoup de bien et je me sens bien plus apaisée depuis. Et c'est rigolo parce que, pour la petite histoire, quelques semaines avant de partir et de devenir psy nomade,
nomade, j'ai revu un ancien patient qui venait me consulter pour une séance ponctuelle, et il avait fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle de A à Z. Et il m'a parlé en fait d'à quel point cette expérience l'avait profondément changé, profondément transformé. Et aujourd'hui, après avoir vécu ces 14 mois à l'étranger, je comprends exactement en fait ce qu'il avait ressenti et je me dis que c'était finalement pas un hasard à mon sens, si j'avais vu ce patient juste avant mon départ. Quels sont les plus et les moins de la vie nomade? Alors, les plus, je dirais du coup, comme je l'ai dit, la découverte de soi et du monde, sortir de sa zone de confort et la liberté. Et les moins, je dirais l'absence de repères et la réadaptation sans cesse, le décalage horaire, ça c'est sûr, lorsqu'on travaille notamment avec la France, et forcément, ça coûte cher. Est-ce que c'était ce que tu imaginais? Alors, c'est un peu ce que je disais juste avant. Non, c'était pas du tout ce que j'imaginais. Moi, je pensais qu'être nomade, c'était avoir une vie extra, être tout le temps au soleil, avoir une vie trépidante, etc. En réalité, oui, d'une certaine manière, mais c'est pas quelque chose qui me convient en fait. Et ça, je le savais pas avant de faire cette expérience. Moi, j'admirais ce style de vie en vivant justement dans mon appartement à Lyon, mais quand on y est vraiment, on a notre vision des choses. C'est beau, bien sûr, franchement, bien sûr, mais je me suis rendu compte qu'être loin de ma famille, de mes amis, mais aussi de mon style de vie, de mon entourage, en fait, ça pouvait créer un vrai décalage, en fait, qui n'était pas forcément toujours évident pour moi à gérer. Je sais que j'ai eu du mal à la fin parce que je me sentais un peu à part, en décalage. J'avais besoin de revenir à la vie réelle, en quelque sorte, de retrouver mes habitudes, mes amis, ma routine, une stabilité et une santé aussi. Et ça, c'est pas quelque chose que j'avais anticipé, en fait, tout simplement, mais c'est quelque chose qui m'est propre à moi, d'autres partageront probablement un tout autre point de vue, et tant mieux d'ailleurs. Est-ce que tu penses que c'est possible d'être psy-nomade en étant neuropsy? Alors, honnêtement, non, je pense pas, parce qu'en fait, il y a une passation de test en tant que neuropsy, et pour la séance d'avant et la séance de restitution, moi, je pense pas que ce soit vraiment un souci d'être en visio, je connais notamment des psys qui le font et c'est ok, mais comment est-ce que tu vas faire pour la passation de test en fait? Ça me semble un peu compliqué, mais si parmi vous, il y en a qui le font, alors vraiment n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, et pour les autres psys qui font que des que des consultations, mais qui veulent faire que des téléconsultations, être psy-nomade, franchement, c'est tout à fait faisable. Quels sont tes conseils pour les personnes qui veulent faire comme toi? Moi, je vous conseillerais de bien vous préparer à l'avance. Devenir psy-nomade, ça se fait pas en un jour, très clairement. Je vous conseille donc de préparer votre voyage, votre itinéraire, les pays et les villes que vous voulez visiter, de réserver aussi à l'avance vos logements pour être sûr du Wi-Fi, mais aussi pour vous organiser en fait avec vos consultations. Et pour vos consultations, mettez-vous à l'heure du pays et non pas à l'heure de France pour proposer des créneaux, parce que sinon en fait vous tiendrez jamais le rythme. Par contre, essayez de pas trop bouger non plus les horaires pour pas que ce soit trop déstabilisant pour vos patients, parce que si à chaque fois vous changez, c'est galère quand même. Je vous conseille également de rester plusieurs mois dans chaque pays, comme je vous l'ai dit, pour que ce soit en fait moins galère en termes d'organisation notamment, mais aussi de prévoir de l'argent de côté, et 2 fois plus que le budget initial d'ailleurs. Et enfin, de prévenir en fait vos patients à l'avance, environ 3 mois pour qu'ils puissent se préparer, et pour finir en fait, laissez-vous tout simplement porter par l'expérience. Si cette vidéo vous a plu, alors exposez-moi le compteur des likes et abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir. N'oubliez pas également de vous inscrire à ma newsletter pour découvrir plein d'astuces chaque semaine sur le libéral. Le lien est évidemment dans la barre de description. Vous découvrirez aussi toutes les informations sur la formation Ostonlib. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, tout de suite sur mon compte Instagram. Belle journée, ciao ciao.